hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya. Je sais, toi, tu es un vieux militant encore plus que moi. Tu sais que, voilà, Ouais, mais 20e, Clairement, je ne vais pas innover en disant qu'on attend plus de démocratie. Nous sommes en train de fonder l'après, nous, la base, les militants. Chose qu'à la France Insoumise, ça n'a jamais fait. Personnellement, je fais partie de ceux qui ont été exclus. Vous faites partie, en quelque sorte, enfin même carrément, des militants malmenés, carrément malmenés par la Oui, France. voilà, c'est exactement ça. Donc des militants malmenés parce qu'il n'y a pas de démocratie. Donc on vous éjecte du jour au lendemain, sans preuve, sans médiation. C'est ce qui est incroyable quand même. Hein. Je crois que pour vous, ça a été violent. C'était très violent, surtout que à la base, ils disent on ne veut pas de chefferie, de ceux qui... Ben, en fait, c'est tout le contraire. Il y a des clans, il y a des chefs qui se proclament, autoproclament chefs, sans légitimité du terrain, et c'est eux qui font la loi, et de la pire des manières. C'est-à-dire avec une violence inouïe. Et ça, à l'après, eh ben, je me porte garante aujourd'hui, au moins concernant ma section dans le 13, que ça ne se reproduise plus. Parce qu'il est hors de question que des militants puissent être des militants jetables, qu'on ne considère pas. On est des êtres humains avant tout, on n'est pas juste des boîtes à tracter et à coller, quoi. Ben, en fait, je fais partie de ceux qui sont arrivés très tôt dans la France Insoumise, notamment vers fin 2016 me concernant. Et j'ai très vite intégré, on va dire, des échelons importants de la France Insoumise, le mouvement, notamment dans le cadre du livret quartier populaire. Donc je fais partie de ceux qui ont écrit ce livret des quartiers populaires et c'est pas quelque chose d'anodin parce qu'aujourd'hui la France Insoumise ne tourne qu'autour des quartiers populaires et qu'elle a oublié le reste. C'est une faute, c'est un des éléments du programme. Oui, clairement. Alors moi, c'est que je vous le dis clairement, qu'ils ne viennent pas nous dire que l'avenir en commun, c'est eux. Eux, c'est la France Insoumise, mais ce n'est pas l'avenir en commun. J'y ai contribué dans le cadre de ce livret, mais quand vous prenez les têtes qui sont aujourd'hui à l'après, je vais vous donner un exemple, celui que je connais le mieux, Hendrik Davy, il a contribué à tout ce qui est recherche universitaire, etc. Vous prenez Raquel Garrido, c'est 6e République, etc. Et je ne vais pas tous vous les faire, mais on a tous contribué à un bout de l'avenir en commun. La première qui a contribué réellement à cet avenir en commun, le programme, s'appelle Charlotte Girard. Et elle est où, Charlotte Girard, aujourd'hui, hein? Elle a été exclue d'une manière aussi qui ne dit pas son nom, éjectée, alors qu'elle est la tête pensante de l'avenir en commun. Moi, je viens quand même de l'associatif. La démocratie dans une structure est très importante pour moi. Et je pense qu'un parti politique devrait, surtout un parti politique qui défend la 6e République, devrait être exemplaire dans ses pratiques en interne. C'est scandaleux, franchement. Moi, j'ai été très choquée de la manière dont j'ai été, moi, éjectée sur des mensonges, avec un harcèlement grossier. On ne m'a même pas permis de m'expliquer. Ils n'ont pas osé me regarder en face pour me dire les choses. On m'a écrit une lettre du CRP, mais qui était complètement farfelue. Des bêtises, et je vous invite à ceux qui ont regardé les vidéos de Gagny de regarder mon témoignage où je reviens longuement dessus. Mais franchement, ça ne peut plus se faire parce qu'on n'est plus, quand on pratique ce genre de choses, on n'est pas, pris au sérieux après. On n'est pas crédible. On n'est pas crédible pour l'avenir. On s'interroge tous. C'est impossible en fait d'être crédible dans ces conditions-là. Et la crédibilité en politique passe aussi par l'exemplarité. Et donc on va faire mieux. On va réellement faire mieux à l'après.
Dans le droit, j'ai envie de vous dire, quand on accuse quelqu'un, la moindre des choses, c'est de le prouver déjà dans un premier temps, mais aussi de lui demander son avis et de mettre en place une médiation. Ben là, aujourd'hui, je défends ces amendements-là. Je vais les défendre en toute démocratie. Et je ne suis pas là parce que je suis cooptée par je ne sais qui. Je suis là parce que les militants de base à Marseille ont permis que je puisse être ici aujourd'hui. Merci beaucoup de ton témoignage. Merci à vous. Moi, j'attends qu'on construise un outil politique adapté à la situation démocratique qu'on vit à l'heure actuelle. La France, elle est coupée en trois à peu près là, politiquement. Il y a des aspirations démocratiques, il y a une volonté de changement, à gauche notamment, qu'on va retrouver effectivement dans l'après, avec notamment la volonté de créer une 6e République. On voit que les institutions sont plus adaptées à l'heure actuelle, avec les blocages de l'Assemblée nationale, le nombre de dissolutions qu'il y a eu, qui est quand même assez effarant. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Oui, c'est historique, voilà. Donc clairement, il y a un problème. On constate à gauche que certaines organisations, à mon sens, ne répondent pas à cette question-là, soit parce qu'elles ne sont pas assez démocratiques, soit parce qu'elles sont trop libérales au niveau économique. Et il y a un espace politique qui pour moi est assez évident et l'après peut permettre de répondre à ça. Merci. Écoutez, pour moi, la question principale que je pensais ne jamais connaître dans ma longue traversée politique, c'était la montée de l'extrême droite en France et en Europe. Et pas simplement en Europe, puisqu'aux États-Unis, on a quelques problèmes. Donc pour moi, le congrès de l'après, j'ai rejoint l'après parce que ce sont, de mon point de vue, les seuls qui aujourd'hui font des propositions pour arrêter cet éparpillement face à la montée de l'extrême droite. Je vais m'arrêter là parce que je vous promets que c'est la question essentielle. On peut avoir des différences avec un tel, je m'en fous. Ce qui compte, c'est qu'on s'unisse face à l'extrême droite. Se réunir, gagner les élections et après on discute. C'est-à-dire la gauche est extrêmement éparpillée. Il n'y a pas besoin de sortir de Sciences Po pour dire vaut mieux qu'on fasse ça. Je viens de Marseille. Moi, je me suis engagée à l'après, d'une part, comme beaucoup ici, par rapport à la montée de l'extrême droite, du racisme, de la xénophobie, etc., qui pousse, et la gauche en face totalement émiettée, qui fait en général passer d'abord la logique d'appareil avant le reste. Et donc du coup, voilà, j'estime que l'après peut permettre avec d'autres de faire un consensus et de se battre ensemble. Et ben de rien. Donc Anne-Marie, je viens du Lot, du département du Lot. Et voilà, on a été mandaté par notre groupe départemental pour représenter le Lot dans ce congrès. Je suis donc Jacques Capel, je suis aussi délégué du département de l'après 46 dans le département du Lot. Voilà, bon, ben écoutez, nous on vient là d'abord pour entendre ce qui va se dire. On a déposé 2 amendements. J'espère qu'on en parlera et puis on est là pour restituer et l'ambiance et le contenu de ce qui va se passer aujourd'hui et demain. Et la démarche, voir comment ça se passe au niveau des prises de parole. Enfin, c'est important de comprendre un peu comment est organisé l'après et puis faire partie justement de ce processus, de cette dynamique. Vous arrivez quand même avec une bonne dose d'optimisme quant à l'avenir de l'après. Bien sûr, bien sûr. Ouais, si on a, enfin, je pense que je ne sais pas pour Anne-Marie, mais en ce qui me concerne, j'ai déjà pas une carrière, mais une présence politique assez importante dans différents partis. Mais là aujourd'hui, oui, je pense que par expérience au niveau de 2 partis, je pense qu'aujourd'hui, ça me paraît quand même très sérieux et démocratique surtout. Moi, ce qui m'anime vraiment,
par rapport à l'après, c'est l'objectif de l'unité de la gauche pour les prochaines élections 26-27. Et c'est vraiment ce qui m'anime. Et oui, bah oui, j'y crois. Merci les camarades. Bonjour les camarades, bonjour à tous et à toutes. Est-ce que les personnes qui sont au café peuvent se rapprocher? On va démarrer la journée. Ah bah alors, bienvenue à la salle qui s'appelle le Solaris. Alors, ce n'était pas le nom de cette salle en 1927 lorsqu'elle a été construite. Cette salle s'appelait la salle Lénine, du nom de Vladimir Ilitch Lénine. C'est donc un lieu mythique, historique du mouvement ouvrier parisien. On est dans un lieu qui est attenant à la Bellevilloise, qui a été construit pour et par le mouvement ouvrier pour se réunir. Et c'est ici que, par exemple, pendant les années 30, 40, 50, on pouvait venir regarder les films soviétiques qui n'avaient pas le visa d'exploitation et donc qui ne pouvaient être diffusés que par le circuit militant. Vraiment, c'est un lieu très très chargé d'histoire, mais qui est au fil des années tombé un peu en désuétude et qui s'est dégradé. Alors après le Covid, il y a eu une entreprise de rénovation, de restauration dans ses formes originales. On retrouve aujourd'hui totalement l'esthétique art déco avec voilà, par exemple le tour de scène doré, etc. Et là aujourd'hui, avec ce congrès de l'après, c'est la première fois du coup que le lieu renoue avec son histoire de ce fil du mouvement ouvrier. Donc c'est une vocation séculaire vraiment de ce lieu, on est 1927-2025 et c'est donc ce congrès de l'après qui va venir redonner à ce lieu, voilà, le restituer dans cette filiation avec l'historique salle Lénine. Ça veut dire que ce congrès commence sous des auspices très intéressants. Oui, c'est vraiment, je pense que ça nous place sous des auspices très favorables, ça nous donne une profondeur historique, ça nous donne du champ et beaucoup d'émotions aussi. On parlait de la gauche, du peuple aussi, le peuple encore n'existe plus. Mais oui, le peuple il est là et ça fait longtemps qu'il s'organise et nous on est un nouveau maillon, mais on est un maillon très déterminé à être utile. Bon congrès. Merci. Avec Raquel. Donc prenez connaissance de vos docs. Et puis on passera après aux ateliers, mais tu diras. J'en dirai un mot après. Et donc Laurent, on te laisse la parole. Oui, écoutez, bienvenue à vous dans ce beau lieu qui n'est pas seulement beau esthétiquement, c'est aussi un très bel endroit par son histoire. Parce qu'il faut savoir déjà que cette salle s'est appelée la salle des réunions, il y avait des syndicats qui se réunissaient. C'était une forteresse ouvrière, voilà. Alors, il s'est passé du temps depuis. Ce n'est plus tout à fait ça. Nous qui sommes, pour un certain nombre d'entre nous dans le 20e, on sait que les batailles pour des squats, pour des lieux ouverts en réunion, c'est compliqué. Ici, c'est assez cher. Donc, on n'en dira pas plus parce qu'on va déjà les remercier de nous accueillir. Mais un tout petit défaut de ce lieu, c'est qu'il est à 2 rues de la Circo de l'année Simonet. Donc, quand on parlera de moi, on réécoutera et on intégrera ce lieu. Voilà, parce que bon, c'est dommage. Mais bon, tout ça pour dire que bienvenue dans le 20e, bienvenue à la Bellevilloise, bienvenue à la salle Lénine. Et puis voilà, pendant, après, il y a eu Lénine, il y a eu la suite du mouvement ouvrier, et puis aujourd'hui, il y a l'après. Voilà. Des années 2010, début des années 2010, il s'est développé outre-Atlantique des logiciels qui permettent de faire à la fois la gestion de data, la gestion d'un agenda, la gestion d'un site et aussi la gestion des réseaux sociaux. C'est un gros outil qui fait tout en un. Et alors celui qu'on a pris, c'est pas forcément politiquement le meilleur choix, mais on a fait ça dans l'urgence. Et comme on avait subi des attaques lorsqu'on avait tenté des appels militaires un peu larges, par exemple, on était associé avec l'appel caché et il fallait bricoler et faire du développement pour faire exactement ce qu'on voulait. Ou alors cet outil qui est Nation Builder, donc qui est de construire des nations. C'est-à-dire des groupes qui se fédèrent et qui travaillent ensemble. Donc le côté négatif, c'est que c'est américain, donc hébergé aux États-Unis. Camarades, je ne sais pas si vous le connaissez, mais ils sont très ouverts à nos partis et à nos discussions. Nous, clairement,
Le trait d'union, ok, mais avec l'AFI c'est compliqué, ils ne nous veulent pas. On est un frein pour eux. Clairement, si on n'existait pas, ils seraient très contents. On est devenus même des ennemis pour eux. À partir de là, le trait d'union avec programmatique, j'ai envie de vous dire alors. Plus programmatique. Ça n'empêche pas qu'on n'appelle pas à l'unité dès le premier tour parce qu'on sait que l'extrême droite et les droites sont un danger, notamment à Marseille, ils pèsent 40%. 40%, ils sont divisés les extrêmes droites. Mais quand on les réunit, ils sont à 40%, donc ils peuvent nous prendre la ville. Donc il y a un réel danger et on est très au fait là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est réunis avec Ensemble, avec donc l'Après et d'autres groupes dont le NPA, Nouvelle Donne, GES, parce que nous voulons être force de proposition. Sachez qu'avec Hendrik Davy, le député de Marseille, on a fait une tribune ensemble sur le premier conservatoire, sur la création du premier conservatoire dans les quartiers nord de Marseille. On fait des propositions, on souhaite être force de proposition. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, et la loi PLN, ma question elle se situe là. Ça va changer beaucoup de choses pour nous. Et notamment, c'est soit l'extrême droite qui gagne, comme je vous ai dit, surtout si la LFI avec Dologus en tête. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais c'est soit on gagne, et tant mieux. Quand je dis on, c'est la gauche. Mais on aura une forte opposition qui est le RN et qu'on n'a pas aujourd'hui à cause de la deux législatives, deux quinquennats, et puis deux septennats en fait, et la gauche est au pouvoir, et personne n'a touché aux retraites depuis que Mitterrand les a mises en place, quoi. Hein, le gouvernement de Mitterrand, qui est un gouvernement de gauche uni, les gens l'oublient, a mis en place. Et Balladur va être d'une brutalité, la contre-réforme sur les retraites est d'une brutalité totale. C'est-à-dire qu'il décide donc de passer de 37,5 annuités à 40 ans pour le privé, et il va augmenter les cotisations étalées sur une période de 25 ans. Hein, c'est-à-dire que ça va aller jusqu'en 2008. Mais chaque année, les gens perdent un petit peu pour accéder, pour le taux de leur retraite, pour le niveau de leur retraite, etc. C'est insensible mais brutal. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont fait ça dans le privé, vous connaissez la combine, c'est-à-dire qu'ils vont le faire dans le public en disant vous ne pouvez pas être avantagé par rapport au privé, puis ensuite ils réattaquent le privé, puis ensuite ils réattaquent le public en divisant les deux parties du salariat. Bon, vous savez les chiffres, hein. 30 millions de salariés quand on est 90% des actifs, et vous avez 5 800 000 fonctionnaires et rattachés à la fonction publique, c'est-à-dire probablement aujourd'hui 800 000, 900 000 contractuels, c'est-à-dire ça n'est pas de la pure fonction publique. Et puis de l'autre côté, vous avez le reste du salariat. Et dans le salariat, la partie, je disais tout à l'heure à Monet Alexis, pour la classe ouvrière, elle diminue la partie de la classe ouvrière. C'est pour ça qu'on ne dit plus classe ouvrière. On dit, bah oui, pourquoi on dirait classe ouvrière? Parce qu'en vérité, le salariat va descendre à peu près aujourd'hui à 5,5 millions. En gros, avec moins de 2 millions d'ouvriers d'industrie, probablement 1,8 million, et puis d'ouvriers d'entretien. Hein, et c'est ça qui fait et donc la totalité du salariat est de 30 millions, dont ça. Et puis le reste, vous avez 4,5 millions, 5 millions de cadres, et le reste, vous avez ce qu'on appelle les employés. Je déteste l'INSEE qui a institué des catégories intermédiaires. Bon, ça ne veut rien dire, les catégories intermédiaires par définition, mais je suis en train de parler de 30 millions de salariés, donc les retraites sont attachées au salariat. Les indépendants ont plus de mal, et tout le but de l'ubérisation, c'est de renvoyer les salariés à un statut de non-salariés pour qu'ils n'aient plus la retraite, et non plus la sécu, et non plus les avantages sociaux qui sont liés au salariat. Le salariat est jusqu'à ce qu'on veuille le détruire et à ce que ça soit plus le règne de l'exploitation, mais le salariat est une avancée historique, est une conquête historique, parce qu'il y a le salaire net et il y a le salaire brut, et c'est ça qui permet la retraite. Alors vous êtes tous au jus là-dessus, mais je dis toujours, moi, quand vous discutez avec des gens dehors, commencez par leur dire que la retraite n'est ni une épargne, ni un impôt. Quand vous aurez dit ni une épargne, ni un impôt, parce que vous aurez tout de suite, vous regarderez dans les yeux de celui à qui vous parlez, le nombre de gens qui vous disent mais l'État a les retraites, c'est pas l'État. Le nombre de gens qui vous disent mais bon, il y a des caisses, etc. C'est pas une épargne.
La théorie de la retraite par répartition, c'est qu'en fait, elle n'est même pas un salaire différé. Elle est un salaire qui est cotisé et reversé en temps réel de ceux qui travaillent à ceux qui ne peuvent plus travailler. On peut dire continuer. Moi, je préfère, j'insiste sur le fait que c'est versé en temps réel, en direct. Parce que sinon, par exemple, Jospin avait fait une caisse de réserve des retraites. J'ai toujours été contre. Parce que ça n'est pas une épargne. Et d'ailleurs, la caisse de réserve des retraites de Jospin, quand on est arrivé en 2008 avec la crise financière, elle a, je ne sais plus combien, perdu de milliards. Parce qu'elle était un fonds de pension. Gérard, tu pourras revenir sur... Il y a quand même un côté étatisé maintenant, ce qu'on vote à l'Assemblée, de revenir sur cette histoire-là. Excuse-moi. Il y a quand même un caractère étatisé aujourd'hui de la retraite parce qu'il y a des budgets à travers le budget sécurité sociale, ce qu'on vote à l'Assemblée nationale. Ah oui, mais je vais venir, mais défendez l'idée, la retraite, ce n'est pas l'État. La retraite, ce n'est pas une caisse d'épargne. Parce que caisse d'épargne, quelque chose de façon masquée, ça va vous dire fonds de pension ou une caisse qui va être soumise au chantage financier. Donc il faut protéger la retraite de ça. Et donc dire que la retraite est une cotisation reversée en temps réel, direct, de ceux qui travaillent à ceux qui ne travaillent pas. Et normalement, merci Alexis, elle était gérée par les syndicats qui représentaient les salariés et qui géraient toutes les caisses sociales. Tu peux même dire, c'est une organisation de droit privé. J'allais y arriver, alors si tu m'emmerdes, je m'en vais. Et si vous savez tout et qu'il n'y a pas besoin, on ne fait pas d'atelier. Non, mais on ne sait pas. Parce que c'était ma phrase suivante. Alors, bon. Vous le devancez à chaque fois. Bon, alors, Je distribue la parole, pas les autres. Alors, je sais que je ne suis pas seul à savoir. Hein. Je ne prétends pas, heureusement. On apprend. Mais j'insiste sur cette idée que c'était versé à des caisses séparées du budget de l'État et que, comme toutes les cotisations sociales, la cotisation retraite est une retraite, si quelqu'un le dit avant moi, je pète les plombs, c'est une cotisation préaffectée. Et quand vous prenez là, aux gens, expliquez-leur, parce que vous leur dites préaffecté, ça glisse comme les plumes sur l'eau d'un canard. Qu'est-ce que c'est préaffecté? C'est pas si important que ça doit être technique. Non, préaffecter, la cotisation est cotisée pour aller à la caisse des retraites, elle ne peut pas aller ailleurs. La cotisation santé est cotisée pour aller à la santé, elle ne peut pas aller ailleurs. La cotisation accident du travail est cotisée pour aller à l'accident du travail, elle ne peut pas aller ailleurs. Les cotisations allocation familiale étaient cotisées pour allocation familiale, je tape plus dessus, j'ai compris. Et cette idée de cotisation préaffectée, que chacun a son bulletin de paye, on est donc 30 millions de salariés, et franchement, 1 million et demi savent ce que c'est. Quand on veut parler à des gens, voilà, commencez par parler avec eux sur, vous avez votre voisin de palier, vous avez machin, le bulletin de paye. Pourquoi c'est marqué là? C'est tellement éclairant, décisif. Et d'ailleurs, ils veulent l'enlever et ils enlèvent les cotisations et le détail des cotisations pour pas que les gens voient. C'est vrai, je ne le marque plus maintenant. Je sais, mais il y a eu plusieurs lois. Il y a eu des lois pour le marquer, il y a eu des lois pour rajouter la cotisation patronale. Ils prétendaient, les patrons, que ça ne se voyait pas. Puis après, ils se sont dit, merde, ça se voit, si on la retire, ça va se voir. Donc ils l'ont enlevé. Et puis maintenant, les derniers décrets pour les bulletins de paye enlèvent les bulletins de paye, l'obligation de mettre tous les détails préaffectés. Et puis en plus, maintenant, ils n'ont plus de bulletins de paye. C'est-à-dire, il faut réclamer, si tu veux, les bulletins de paye écrits dans les textes de loi, parce que sinon, c'est informatisé et tu n'as plus. Et donc, tu désinformes. Bon. Et cette histoire-là, l'histoire des retraites liées au salariat, est une histoire de 80 ans. Et donc, le premier coup dur, parce que j'en étais là à Balladur, c'était un coup dur brutal. Mais après, Fillon a fait un deuxième coup dur. Et il faut avoir en mémoire que Jospin n'a pas touché aux retraites pendant 5 ans. Guigou a fait une tentative dans les... Qu'est-ce qu'il avait dit en 95? Il avait dit, je corrige une anomalie qui aurait dû être corrigée il y a 30 ans. Et quand il remonte il y a 30 ans, c'est les ordonnances Pompidou de la sécurité sociale qui veillaient à ce que ce ne soit plus les syndicats qui dirigent la question des retraites ou les autres cotisations de sécurité sociale. Et que si ce n'est plus les syndicats, c'était évidemment le patronat. Et quand c'était le patronat, c'était Bercy
Et c'est ce qu'ils ont fait en 95 quand Juppé a des... Il a cédé en 95 parce qu'il y avait trop de masse dans la rue. Mais il a fait un truc essentiel, c'est qu'ils ont arraché au contrôle des syndicats pour le donner à Bercy. Et à partir de ce moment-là, même dans la gauche à l'Assemblée, il y avait peu de monde dans les lois de financement de la sécurité sociale, parce que c'était le budget de l'État, et il y avait le budget, la Sécu. Ils étaient toujours séparés, les cotisations étaient toujours préaffectées. Mais c'était plus géré par les représentants des syndicats, c'était géré par les technocrates de Bercy, qui étaient directement les porte-parole du patronat. Ce changement de 95 a été extrêmement lourd, puis après, ils grignotent. Et la grignotage aujourd'hui, à 64 ans, là je ne vais pas vous le faire parce que vous connaissez tous autour de la table ce pourquoi on s'est battu en 23. Mais en 23, je le dis une chose, ça a quand même été encore une grève et d'une intensité et d'une durée, quoi qu'il soit dit, magnifique. Là, on est quand même à 14 manifestations. Si vous additionnez les totales des manifestants, c'est 34 millions de manifestants. Vous me direz que je bluffe, mais probablement 5, 6, 7 millions différents. Ayez bien ça en tête, on a perdu avec 5, 6, 7 millions de manifestants différents. Et au bout de 34 manifestations en 23, avec une intersyndicale qui ne s'est pas ébranlée pendant 6 mois. Et vous savez pourquoi elle ne s'est pas ébranlée avec la CFDT? À cause de Chirac. C'est-à-dire, dans la direction de la CFDT, il y a une mémoire, 20 ans après, de la trahison de Chirac et du prix qu'ils ont payé. Et Laurent Berger, c'est Laurent. Laurent Berger était conscient de ça et a tenu jusqu'au bout dans ce cadre-là. Marie-Lise Léon, c'est moins. Mais ce fut très important. Et ça a des importances politiques directes. Il faut toujours raisonner en partant du mouvement social et du salariat. Vous raisonnez comme ça, vous comprenez pourquoi on a le nouveau Front Populaire. D'abord, c'est créé en juin 2024 et ensuite est arrivé en tête. La victoire relative du 7 juillet 2024 est un effet différé de la mobilisation sur les retraites du premier semestre 23. C'est un effet différé du premier semestre 23. C'est pas venu du talent d'un dirigeant, c'est pas venu des appareils. Ils ont fait un effort, les appareils, parce qu'ils se sont mis d'accord. Mais ils se sont mis d'accord sous la pression de quoi? De ceux qui voulaient l'union. Et ceux qui voulaient l'union et qui se sont mis d'accord, ils l'ont été grâce au combat sur les retraites. Donc c'est pour ça que j'ai commencé mon truc en disant la question des retraites est la question sociale principale. C'est une mémoire ancrée dans toutes les luttes sociales de notre pays depuis, en tout cas 93, 94, 95, disons, pour les grandes sur les retraites. Et puis aujourd'hui, c'est encore ce qui surgira et qui recommencera. Alors eux, ils veulent la retraite par capitalisation. Alors il y a un truc pour dire pour la retraite par capitalisation. Comment peut-on proposer de faire de la capitalisation, bon, disons-le, sous Trump? Actualisons le sujet. Le mec qui vous change les négociations commerciales un beau matin sur un tableau pour 100 pays, quelle importance ça a sur les fonds de pension? Vous allez confier votre argent pour vos retraites aux fonds de pension qui dépendent de choix comme celui-ci. L'idée principale contre la capitalisation, c'est l'idée du poker. C'est-à-dire vous n'avez plus de garantie, ça n'est plus public, vous le mettez dans des fonds de pension privés, vous passez à une épargne, et à ce moment-là, qui peut épargner? Alors j'ai toujours un argument, la préfond, vous connaissez, pour les fonctionnaires, la préfond. Alors moi, une fois, Fabius m'avait fait le coup, il m'a dit, mais la préfond, ça marche. Je l'avais coincé parce que je lui ai dit, combien il y a d'abonnés, il y a de cotisants à la préfond? 200 000 sur 5 millions de fonctionnaires. C'est qui les 200 000? 80% des catégories A. Il faut vraiment qu'il y ait un gars de la catégorie B qui se dise, je vais mettre mon épargne là. Et la préfond, en quelque chose comme les 30 dernières années, elle a manqué d'être... Alors que, pourtant, elle a manqué d'être faillite 2 fois. 2 fois. C'est-à-dire que même un truc basé sur les fonctions publiques, les catégories A de collecte d'argent pour un supplément en retraite, manque d'être en faillite dans la gestion. Alors, ça c'est une preuve, quoi, je veux dire. Ça n'est que les riches qui peuvent cotiser pour une retraite de riches, et les autres ne peuvent pas. Et même si les autres le font, il faut toujours prendre l'exemple alors il y en a des dizaines de grandes sociétés de fonds de pension américains, anglo-saxons, qui ont coulé, et les gars, ils ont perdu leur retraite, voilà. Est-ce que vous avez vu un film qui s'appelle Equalizer, avec Denzel Washington?
Moi j'aime bien les grands busters comme ça. Le dernier, il se passe en Sicile, ou à côté de la Sicile. Et le gars fait liquide la mafia pour protéger, devinez qui. Il liquide la mafia, il défend les equaliseurs, j'aime bien, il est pour l'égalité. Et à la fin, il revient parce qu'il a repris l'argent pour ses voisins qui sont des maçons et qui ont perdu leur retraite. Et Denzel Washington leur ramène l'argent pour leur retraite perdue. J'ai trouvé ça éloquent parce que vous pouvez parler aux gens, vous dites regardez. Et donc il faut balayer comme ça la capitalisation pour maintenir l'idée par répartition. Et vous savez, les gens par répartition, ils ne savent pas trop non plus. Il faut l'expliquer sans arrêt. Ce que nous, militants, nous savons, les gens, c'est sans arrêt qu'il faut leur expliquer. Parce que la répartition ne va pas de soi. Maintenant, on dit, bah oui, mais il y aura moins de salariés. Ils vont baisser. C'est pas vrai. L'autre jour, il y a un mec de LFI qui me dit, sur Partout, il me dit, Philoche est vraiment un has-been, il croit que le salariat, ça existe encore, alors que tout le monde est ubérisé. Pauvre con. Mais pauvre con. Tu anticipes sur ce que Macron veut. Mais Macron n'y arrivera pas, nous ne voulons pas y arriver. Et donc on défend bien le salariat contre l'ubérisation. Et donc en vérité, tant qu'il y a 87-88% de salariés, nos retraites sont protégées. Ah oui, mais il y aura moins de... Et ben alors, il y a toujours l'argument qui était donné, je ne me rappelle plus, c'est par un gars qui faisait un sketch. Juste, excuse-moi, mais tu as prévu de t'arrêter quand? Parce que je pense que c'est hyper important qu'on ait un débat par rapport au sens d'après. Voilà, tu as raison, je vais terminer. Excuse-moi Gérard, mais... vas-y, je vais terminer sur mon truc. C'était sur il y a combien? Il reste 10% de paysans sur 90 et on mange toujours. Je pense qu'il faut le faire. Ou même si c'est quelqu'un de la DH, je sais pas, de trouver. Il faut quand même une conclusion un petit peu plus charpentée. Pour pas que ça parte. Voilà. Attends, il y avait 3 camarades là qui. Bon, d'abord, je suis du Lot, petit département où on n'est que 7 adhérents et la presse, on n'a pas de presse carrément, il n'est pas connu. Donc je voudrais savoir comment vous faites, par exemple à Metz, pour mobiliser les gens, je veux dire. Parce que dire réunion de la presse tel jour à tel endroit, si personne vient, on fait quoi? Ça vous arrive pas peut-être? Nous, en Moselle, on est 3 et à Metz, je suis toute seule. Ouais. Donc en fait des réunions de l'après, on les fait à 4, généralement en visio, mais on a plein d'ambitions sur ce qu'on va faire après. Non mais que vous ayez de l'ambition, c'est bien. Que vous ayez de l'ambition, c'est bien. Mais vous faites venir les gens comment? Là, en fait, l'idée c'est qu'on connaît quand même déjà les autres milieux militants. Enfin là, moi, ce que disait Raquel sur aller voir les syndicats, aller voir les autres, on a déjà fait un événement NFP. On a participé à un événement NFP qui venait, c'était une idée d'un militant du NPA. Et en fait, on arrive quand même à se rassembler comme ça. Et moi, je pense que ça peut réunir. Alors pas forcément avec l'étiquette après à fond, plutôt NFP. Je pense que dans les endroits où on n'est pas nombreux, le NFP ça parle plus que l'après. Mais c'est notre rôle de développer le NFP, donc plutôt passer par là, je pense, pour mobiliser. Moi, j'avais une remarque aussi, c'était par rapport aux Gilets jaunes. Il y a eu énormément de matière, et notamment sur ces questions de démocratie. Commence à arriver maintenant des études universitaires sur les documents des cahiers de doléances. J'ai vu passer des études justement beaucoup sur la rhétorique, ce que j'ai vu, mais sur les différentes questions qui étaient abordées. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire? Enfin, c'est un travail monstrueux. L'étude que j'avais vue, c'était sur 2 départements. Ça représentait une masse d'informations énorme. Et je ne sais pas comment on peut s'en saisir de ça. Parce que moi, je suis Guillaume du 37. Si on met la forme démocratique, pour moi c'est le préalable. Si on met la forme démocratique, on est capable de faire prendre toutes les bonnes décisions, ou en tout cas des très meilleures décisions que ce qui est pris aujourd'hui.
Les gens viennent, enfin il n'y a pas fou là, mais il y a des gens qui viennent vers vous pour vous demander mais qu'est-ce que c'est que l'après, ou ils en ont un peu entendu parler. Et c'est pareil dans les rassemblements disons les réunions NPF, pareil. Moi je vais aller voir, on a notre députée qui est écologiste, Marie Pochon, qui a beaucoup travaillé sur les doléances. Elle organise un meeting avec Marine Tondelier. J'ai jamais été dans un congrès, un meeting de l'écologie, des Verts. Là, je vais y aller, mais avec mon badge de l'après. Je crois que c'est important de se montrer à l'heure actuelle pour se faire connaître. Pardon. Oui, bonjour. Donc Jean-Emmanuel, moi je suis de la Gironde. Alors j'ai deux remarques. Hein. Une remarque d'organisation. J'ai vu que parmi les intervenants privilégiés, il y avait des professeurs à Bordeaux. Et je voulais juste savoir comment on pouvait les contacter par ton intermédiaire ou directement, voilà. Et tout ça dans la perspective d'organiser quelque chose plutôt sur le mois d'octobre. Ce matin, on a beaucoup parlé des auditions populaires et moi, je redis que je suis très satisfait de ça. Mais quand même, présente-toi parce que Nantes. Qu'est-ce qu'on fait entre nous de l'idée de constituante? Quelle place ça a? Je pense qu'il faut qu'on ait quand même une idée pour nous de ça. Qu'est-ce que c'est que la constituante? Qu'est-ce qu'on en pense? Écoutez, je vais conclure parce que là, de toute façon, on retourne. Ce qui serait bien, c'est que chacun dise d'où il vient déjà, parce que ceux qui n'ont pas dit d'où vous veniez, que je note les départements qui étaient là aujourd'hui. Val d'Oise, ok, déjà. Donc ça, oui, 51, ça c'est Dordogne, Paris, 33, Paris, 28, 07, toi t'as dit tout, oui, t'as dit 27, la Vienne, 86, ok, 92, le Lot, 46, c'est ça, Moselle, 57, oui, 54, on a Meurthe-et-Moselle, très bien. Et c'est Paris. Bon, super. Alors, la première chose que je voulais dire, c'est parce que je voulais réagir à ce que tu as dit, Jean, deux fois, sur le fait que tout ça c'était compliqué. Évidemment que c'est compliqué. Mais j'y tiens beaucoup. Hein. Toute la logique de cette campagne, c'est de montrer que c'est simple. Pas que c'est compliqué. Parce que l'idée, c'est que une personne, même éloignée de la politique, quand elle vient dans cet espace, elle sent que sa parole vaut quelque chose, qu'elle a compris quelque chose et qu'elle a pu apporter quelque chose tout de suite. On lui dise pas, mais t'as pas plus simple, ou on lui dise pas, t'as été manipulé par les médias. Ce sont que des choses vraies. Tout le monde est manipulé par les médias qui racontent de la merde. Tout le monde a aujourd'hui accès à une éducation qui se dégrade. Et c'est évident que dans une société pleinement démocratique, il faut régler la question médiatique et la question de l'éducation, parce qu'on ne peut pas honnêtement être libre. En fait, pour pouvoir manifester une volonté générale, il faut se forger une opinion. Pour se forger une opinion, il faut avoir accès à des informations de base. Donc c'est l'éducation, mais c'est aussi tout au long de la vie, le journalisme, etc., les médias. En fait, c'est un arène, c'est des questions, on ne croit plus en rien ni personne. Le risque, c'est pas qu'en fait on se retrouve sans opinion, le risque, c'est qu'on n'est plus libre. Donc, évidemment, dans les discussions qu'on a dans ces ruches, on peut poser la question des médias, comment on libère les médias des forces de l'argent. Par exemple, l'expression telle qu'elle est expressément dans le CNR. Par une réponse à la question qu'a posée notre camarade concernant la mise en place de la constituante. Comment oui. Pardon, et je termine juste, très pardonnez-moi. Sur la constituante, sur le process de la constituante, dans le texte de présentation de privilège, évidemment, la constituante, c'est le premier paragraphe. Mais je reconnais que là, je pense que nous, collectivement, on n'en est pas au stade de préciser. Je ne peux pas prendre copier-coller la mise en commun parce que, comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est trop complexe. Donc, ça fait partie de mon tâche, en fait, de la tâche programmatique, de commencer quand même à préciser malgré tout un programme constitutionnel. Il y a la question délibérative,
la vie commune, ne serait-ce que pour alimenter le programme du Front populaire, l'Union, etc. Parce qu'il y a une échéance en 2027 et nous on veut peser sur le contenu de cette campagne et on veut prendre le pouvoir et bien savoir ce qu'on fait. Donc ça c'est, je dirais, plus programmatique. Mais évidemment, ce travail de délibération est bien alimenté. Moi je suis absolument convaincue qu'à travers la Assemblée constituante, que cette Assemblée constituante est élue sur des pouvoirs à la proportionnelle, dans les milieux locales, sur une période suffisamment longue de très ancrée dans la société avec toute la société qui vient de donner, mais évidemment il y a une question, c'est ouvert, c'est pas écrit. Après, très utile. Nous allons donc pouvoir procéder au vote. Alors, il y a deux petits points techniques à régler avant. C'est le premier point que chaque délégué s'assure qu'il a bien dans sa pochette et maintenant en main le carton de vote. Anne. Donc, l'article est adopté dans la forme proposée par la Commission et je crois qu'on peut vous féliciter, nous avons désormais des statuts complets de Fort-de-France.